Il y a des moments où la vie se transforme en une succession de jours grisâtres, où la motivation s'est évaporée et où le pilote automatique prend le contrôle. Ce n'est pas une dépression clinique ni un drame digne d'un film. C'est ce stagnation sourde, ce sentiment d'être face à une machine qui ne répond pas, peu importe combien tu presses les boutons. Ici, il n'y a pas de place pour des excuses ni pour un réconfort facile. La vérité est inconfortable. Personne ne viendra te sauver et continuer à attendre ne fait que prolonger la dette que tu as envers toi-même. C'est le prix à payer pour céder ton pouvoir aux circonstances, pour laisser les autres décider comment tu te sens et où tu vas. La philosophie stoïque ne te promet pas un truc miracle, mais elle te fournit un mécanisme concret. Prendre le contrôle, affronter la réalité telle qu'elle est et te reconstruire de l'intérieur, pièce par pièce, même si cela fait mal. Chaque jour que tu retardes l'action, ton caractère s'affaiblit un peu plus. Chaque fois que tu choisis l'évasion, tu renforces la fracture interne. Si tu veux du respect de soi, tu devras cesser de négocier avec tes excuses. La force intérieure ne se trouve pas, elle s'entraîne. Ce n'est pas un message pour ceux qui cherchent une motivation éphémère, mais pour ceux qui sont prêts à payer le prix du changement et à cesser d'être esclaves de leur propre justification. Celui qui ne prend pas ses responsabilités se condamne lui-même. Aujourd'hui, nous allons briser ce cycle. 1. Prends le contrôle de tes décisions. Personne ne te le dira en face, mais voici, si tu continues à attendre que les circonstances changent, que les gens te comprennent ou que la chance finisse par se souvenir de toi, tu vas rester exactement là où tu es maintenant, piégé dans le même cercle vicieux d'excuses et de procrastination. Ce que tu as devant toi est la réalité sans filtre. Tout changement intérieur commence le jour où tu cesses de chercher des coupables à l'extérieur et acceptes que chaque résultat, chaque sensation de vide, chaque frustration a sa racine dans tes décisions, petites ou grandes, prises au quotidien, souvent par inertie ou par peur. Personne ne viendra te sauver de ta propre passivité. La vérité inconfortable est que chaque fois que tu choisis de ne pas décider, tu décides aussi. Tu choisis de rester au même endroit, tu choisis d'être spectateur de ta vie pendant que d'autres prennent le contrôle de la leur. Débarrasse-toi de cette habitude de blâmer le passé, tes parents, l'économie, ton partenaire, la météo, peu importe. Ça ne sert à rien, ça ne change rien, ça te rend juste plus faible. C'est un mécanisme mental qui t'anesthésie et si tu ne le brises pas, te transforme en otage de ton propre récit. Le stoïcisme n'est pas une invitation à te résigner ni à te mettre en tapis. C'est un appel brutal à prendre les rênes de ce que tu penses, ressens et fais. Personne ne te doit rien. Tu es le seul responsable de la qualité de ta vie et de ce que tu fais avec le temps que tu as. La responsabilité pèse, oui, mais elle libère aussi. Quand tu comprends que ton pouvoir réside dans tes choix, le victimisme perd son sens. Les gens forts ne se cachent pas derrière des excuses infantiles. Les gens forts regardent de front leur propre rôle dans le désastre et aussi dans la reconstruction. Ne confonds pas cela avec de l'auto-tromperie optimiste. Ici, il n'y a pas de place pour des phrases de développement personnel, ni pour visualise ce que tu veux et l'univers te le donnera. La réalité est que chaque fois que tu te justifies, tu t'éloignes un pas de plus de la vie que tu pourrais construire. Jusqu'à quand vas-tu continuer à donner la clé de ton destin à des forces externes? Il faut cesser de négocier avec soi-même pour éviter l'effort. Voici la ligne. Le contrôle réel commence quand tu cesses de négocier avec toi-même pour te rendre. Si tu veux du respect de soi, si tu veux avancer, tu dois te durcir et accepter que la douleur de décider par toi-même est le prix de la liberté. Il n'y a pas de transformation sans inconfort. La discipline de prendre tes décisions n'est pas confortable, mais c'est la base de tout. Il n'y a pas de véritable construction sur l'autotromperie ni sur la faiblesse. Arrête d'attendre des signes ou des permissions. La seule permission dont tu as besoin est celle que tu te donnes. Choisir est un acte de force, pas de chance. Personne ne va se battre pour toi si tu ne te bats pas d'abord. 2. Arrête de chercher des coupables externes.
Tu conduis vers le travail et le trafic est pire que jamais. Devant toi, quelqu'un avance à pas de tortue, un autre se coupe sans prévenir et le feu rouge semble durer une éternité. Tu sens la pression dans ta poitrine, ta mâchoire est tendue et ta tête commence la litanie habituelle. Si les gens étaient plus considérés, si le gouvernement réparait les routes, si au moins aujourd'hui il ne pleuvait pas. Cet élan de chercher des coupables à l'extérieur est automatique, presque un réflexe conditionné. Mais dès que tu prends le temps d'observer vraiment ta réaction, tu te rends compte de quelque chose d'inconfortable. Chaque fois que tu pointes du doigt le monde, tu perds un peu plus le contrôle sur toi-même. C'est comme si, à ce moment-là, tu confiais le volant de ton humeur à n'importe qui, sauf à toi. Ce n'est pas le trafic qui te met de mauvaise humeur, c'est ce mécanisme mental qui décide de céder le contrôle. Il y a une sorte de soulagement momentané à blâmer l'extérieur. Cela te permet de te sentir innocent. Cela te donne une excuse pour ne pas regarder à l'intérieur et éviter l'inconfort de te reconnaître comme partie du problème. Mais ce confort est un piège. Il s'accumule comme une dette émotionnelle qui, tôt ou tard, te sera facturée sous forme de frustration chronique, de ressentiment et de paralysie. Le véritable poids ne réside pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans l'inertie interne de toujours chercher des responsables au-delà de tes limites. Une idée toxique s'installe, celle que ton bien-être dépend de facteurs que tu ne vas jamais contrôler complètement. Ainsi, chaque fois que l'environnement échoue, ton humeur chute et tu te convaincs d'être victime d'un monde défectueux. Jusqu'à quand vas-tu laisser ta vie être une réaction en chaîne à ce que font ou ne font pas les autres? La réponse honnête, même si elle fait mal, est que tant que tu resteras accroché à ce schéma, ta croissance sera toujours hypothéquée. Changer cette fondation nécessite un acte de brutale honnêteté. Accepter que le véritable saboteur n'est ni le trafic, ni le partenaire, ni le patron, ni le pays, mais cette habitude interne d'esquiver ta responsabilité. Le stoïcisme ne cherche pas à te faire sentir coupable, il cherche à te réconcilier avec ton propre pouvoir. Car c'est seulement lorsque tu cesses de chercher des coupables que tu retrouves la capacité d'investir ton énergie dans ce que tu peux réellement transformer. Le muscle de la force intérieure se renforce en cessant de déléguer ta paix mentale à des mains extérieures. Choisis de ne plus être otage de ce que tu ne peux pas contrôler. La liberté personnelle commence le jour où tu assumes le prix de ta responsabilité. Personne ne te doit ta sérénité, c'est toi qui la cultives ou la négliges, chaque jour. 3. Affronte la réalité sans évasion. Je vais être honnête, la partie de moi qui me coûte le plus à affronter est celle qui, malgré tout le discours rationnel, cherche encore des moyens de ne pas regarder la réalité en face. Il y a un mécanisme qui s'active presque sans que tu le remarques. Tu reportes une conversation difficile, tu minimises l'ampleur d'une mauvaise habitude, tu te répètes que ce n'est pas si grave, et même tu cherches des distractions pour ne pas avoir à t'asseoir et ressentir ce qui se passe vraiment. C'est brutal de reconnaître à quel point on peut devenir son propre pire obstacle, non pas par manque d'information, mais par cet élan de continuer à nier l'évident, de vouloir filtrer la vie pour qu'elle fasse moins mal. Mais chaque fois que tu évites, même avec l'excuse de te protéger, la seule chose que tu réussis à faire est de reporter le moment où tu devras payer le prix complet de cette évasion, multiplié. Affronter la réalité sans anesthésie est inconfortable, mais la charge accumulée de tout ce que tu ignores est bien plus inconfortable. Le problème, c'est que l'évasion n'est pas seulement un acte conscient, c'est une structure mentale qui se nourrit de petites concessions quotidiennes. Tu te dis que demain tu auras plus d'énergie, que tu le résoudras quand tu te sentiras mieux, que ce n'est pas le moment. Mais cette collection d'excuses, au lieu de te soulager, te vole de la force. L'esprit apprend vite. Si chaque fois qu'une inconfort te dérange, tu la couvres par une distraction ou une justification, tu finis par entraîner ton caractère dans la faiblesse. Tu vis dans un cycle où la négation te vole la clarté, et la clarté est la seule chose qui pourrait te donner une direction.
L'évasion, tôt ou tard, devient une dette psychologique qui accumule des intérêts. Ce que tu ne résous pas aujourd'hui, tu le retrouves demain avec le double de poids. Il ne s'agit pas d'adopter une posture froide d'indifférence, ni de te punir pour chaque erreur. Il s'agit d'avoir le courage de voir les faits tels qu'ils sont, sans maquillage émotionnel ni distorsion pour adoucir le choc. Le stoïcisme insiste là-dessus parce qu'il sait qu'il n'y a pas de construction possible sur le mensonge, ni de progrès là où l'on cache la tête. La réalité est dure, mais la distorsion est létale. Chaque fois que tu choisis d'affronter ce qui te dérange, tu récupères une partie de ton pouvoir perdu. Il ne s'agit pas d'être invulnérable, mais d'être honnête. La force intérieure se forge dans la friction avec la vérité. Ose regarder en face ce que tu ne veux pas voir, tes limites, tes échecs, tes peurs, tes schémas répétitifs. Ce n'est qu'ainsi que tu peux commencer à les transformer. L'évasion est l'usine de l'auto-tromperie. Le courage d'accepter est la porte au changement réel. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt à affronter la réalité. Tu dois décider de le faire, même si cela te dérange, même si cela fait mal. Cesser de fuir est le premier acte de dignité personnelle. Chaque fois que tu choisis de voir les choses telles qu'elles sont, même si ce n'est que pour quelques secondes, tu avances plus que des années de justification. Ce qui n'est pas affronté ne disparaît pas. Il s'enquiste simplement. Choisis la vérité, même si elle est inconfortable. L'autotromperie est une prison sans barreaux, mais elle t'enferme quand même. Alors, si tu veux une vie différente, commence par la discipline de regarder la réalité sans filtre, sans excuses et sans anesthésie. C'est le terrain où la transformation devient possible. 4. Fixe un cap clair dans ta vie. Un bateau à la dérive en mer ouverte ne sent pas le poids de son ancre, mais chaque vague l'éloigne un peu plus du port qu'il n'a jamais choisi. C'est un mouvement constant, oui, mais sans sens, sans direction, comme ces jours qui se succèdent les uns après les autres, où tu ne fais que survivre en éteignant des incendies qui ne te concernent pas, en accomplissant des routines que tu ne remets plus en question, en laissant la marée des obligations t'emporter où que ce soit, sauf là où tu veux vraiment être. Sur ton visage, on peut voir la fatigue de tant ramer sans carte. Dans tes mains, la tension de tenir ce qui n'est pas à toi. Le visage se durcit, le regard perd son éclat, le dos se courbe sous le poids des attentes empruntées. Ainsi s'accumule l'usure invisible. Chaque décision reportée, chaque objectif que tu n'oses pas dessiner, chaque jour vécu en pilote automatique te retire une couche d'énergie et de but. Personne ne t'offre la clarté. Tu dois la construire, pas à pas, avec des actes concrets et la brutalité honnête de te demander vers où tu veux vraiment aller, même si la réponse te met mal à l'aise. Le manque de cap n'est pas seulement un problème philosophique, c'est une détérioration palpable. On le ressent dans le corps quand tu te réveilles sans envie. On le lit dans ton agenda vide de sens. On l'entend dans tes longs silences évasifs quand quelqu'un te demande ce que tu attends de la vie. Le vide ne surgit pas par manque d'options, mais par la lâcheté de ne choisir aucune. Il n'est pas surprenant que les jours sans but pèsent 3 fois plus. L'esprit se disperse, la motivation se dissout et chaque action finit par être une réaction, jamais un choix personnel. L'usure est silencieuse, mais létale. C'est l'érosion quotidienne de la volonté. C'est pourquoi fixer un cap clair n'est pas un luxe ni une phrase inspirante, c'est une nécessité urgente. Le caractère se façonne quand tu décides de ne plus vivre selon les urgences des autres et que tu t'engages, même si ta voix tremble, à un objectif défini. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Ce qui n'est pas poursuivi se perd dans le brouillard de la routine. Il ne s'agit pas de trouver un grand but gravé dans la pierre, ni d'attendre le signal parfait. Il s'agit de choisir, même si tu doutes, un or provisoire, un objectif concret, et d'avancer vers lui avec discipline, même les jours où la motivation brille par son absence. La concentration est un muscle. Elle se renforce en rejetant la dispersion et en priorisant ce qui compte, ce qui te rapproche, même si c'est un pas minuscule, de ce que tu sais au fond de toi que tu dois construire.
La direction ne s'improvise pas, elle se forge. Celui qui n'ose pas choisir finit là où il ne voulait pas arriver. Trace ton cap, même si l'horizon est nuageux. Rien n'érode plus le caractère qu'un voyage sans destination. Définis ton chemin, même s'il est imparfait, et commence à marcher. Le sens n'apparaît pas, il se construit. 5. Agisse, même si tu ressens de la peur ou du doute. La peur n'est pas une excuse, c'est une épreuve. Si tu attends de te sentir prêt, tu ne bougeras jamais de ta place. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent paralysés n'est pas l'absence de peur ou de doute, mais la décision d'agir même avec un pouls tremblant. Personne ne va relever ta vie à ta place pendant que tu collectionnes des excuses. Ça suffit de justifier l'inaction avec des phrases comme « ce n'est pas le moment »,« je ne suis pas encore prêt »,« quand j'aurai plus confiance, je le ferai ». Ces phrases sont des chaînes invisibles que tu t'es mises toi-même. La réalité est brutale. La sécurité n'arrive jamais avant le saut. Elle arrive après avoir affronté ce qui te fait peur. Attendre que la peur disparaisse est le mécanisme le plus efficace pour rester figé dans la même version de toi qui t'étouffe déjà. Le stagnation ne se brise pas en pensant, elle se brise en agissant, même si ta voix intérieure te dit que tu vas échouer. Arrête de négocier avec tes peurs comme si elles étaient des oracles prédisant ton échec. Ce ne sont que des alarmes internes, pas des sentences définitives. Si tu restes assis à attendre la sensation magique de certitude, tu vas regarder en arrière dans 1 an et voir la même liste de choses à faire, les mêmes rêves non réalisés et la même frustration enracinée. L'action fait mal, oui, mais l'inaction te dépouille de ton caractère. La vie n'attend pas ceux qui doutent, elle punit ceux qui procrastinent. Chaque fois que tu choisis d'agir malgré la peur, tu entraînes une fibre intérieure qui ne s'acquiert pas en lisant des livres ou en écoutant des discours motivants. Le respect de soi ne s'achète pas, il se mérite. Et le seul prix à payer est de traverser l'inconfort de bouger, même quand tout en toi te crie de rester immobile. C'est aussi simple que ça et aussi dur. Ce n'est pas une question d'inspiration, c'est une question de volonté. Il est facile de se réfugier dans le perfectionnisme ou dans l'excuse de la préparation infinie. Mais chaque jour que tu remets à plus tard une décision, que tu résous un conflit, que tu commences un projet ou que tu sors d'une relation qui te draine, tu cèdes du terrain à la lâcheté déguisée en prudence. Vas-tu continuer à alimenter ce mécanisme mental qui te convainc que demain est meilleur qu'aujourd'hui? La vie ne se transforme pas depuis une zone de confort. Les changements se cuisinent dans l'inconfort, le risque et la peur affrontés de front. Si tu tombes, tu te relèves. Si tu doutes, tu avances quand même. La peur ne disparaît pas, elle se vainc par l'action. Ne cherche pas de garantie, cherche du courage. Si tu veux du respect de soi, arrête de négocier avec tes doutes et pousse. Tu n'as pas besoin de permission pour avancer, juste la décision de ne plus te faire petit face à tes insécurités. L'action est l'antidote contre la stagnation. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui sera le poids que tu porteras demain. 6. Renforce ta discipline jour après jour. Personne ne va te donner de la discipline. Il n'existe aucun raccourci ni motivation soudaine qui puisse remplacer le travail constant nécessaire pour se construire de l'intérieur. Le muscle de la discipline ne s'hérite pas et ne s'achète pas. Il se travaille parfois seul, à porte close, dans ces moments où personne ne te regarde et où tout en toi te pousse à céder, à revenir à ce qui est confortable, à remettre à demain. La réalité, c'est que la plupart du temps, tu ne voudras pas faire ce que tu dois. Tu chercheras des excuses sophistiquées, des raisons logiques pour procrastiner, de petites négociations internes qui te promettent un soulagement momentané, en échange du sacrifice de ton progrès à long terme. L'esprit est expert pour te vendre l'histoire que sauter une fois n'a pas d'importance, que tu as déjà fait suffisamment, que tu mérites du repos avant de l'avoir gagné. Mais chaque concession à cette voix intérieure est une fracture dans ton caractère. C'est là que se définit qui prend le contrôle, toi, ou le mécanisme automatique qui recherche le plaisir immédiat et évite l'effort.
La vraie discipline n'est ni héroïque ni spectaculaire. Elle est silencieuse, inconfortable, répétitive. Elle te confronte à ta version la plus paresseuse, aux parties de toi qui préfèrent se distraire, se perdre dans la gratification instantanée ou se contenter de survivre à la journée. Et c'est dans cette friction quotidienne que se mesure ton respect de soi. N'attends pas que la motivation te sauve chaque matin. C'est un piège mental qui ne fait que retarder le début du changement. La discipline est le prix que tu paies pour avoir le contrôle sur toi-même. Les promesses que tu te fais en privé valent plus que n'importe quelle reconnaissance extérieure. La cohérence se démontre dans ce que tu choisis quand personne ne t'exige. C'est la base du véritable autogouvernement. Faire ce que tu sais que tu dois faire, même les jours où tout en toi te demande de capituler. Si tu cherches une transformation réelle, tu dois comprendre que la discipline est moins une vertu qu'un outil de survie psychique. C'est le mécanisme qui te soutient lorsque les émotions s'effondrent, lorsque l'environnement ne t'accompagne pas et lorsque la fatigue mentale te murmure qu'il serait plus facile de céder. Le caractère se forge dans ces petits moments où tu franchis le seuil de l'inconfort et où tu restes ferme, même si cela coûte, même si cela fait mal. Cède une fois et ton esprit le retiendra comme un permis. C'est pourquoi ne sous-estime pas le pouvoir cumulatif de tes décisions quotidiennes. Il n'existe pas de discipline sans autosurveillance, sans ce regard honnête qui détecte les excuses avant qu'elles ne deviennent des habitudes. La véritable croissance se produit en dehors des projecteurs, dans cette zone grise où seul toi sais si tu as choisi d'avancer ou de reculer. Personne ne va t'applaudir pour avoir rempli tes obligations, mais ton respect de soi en dépend. La discipline n'est pas une punition, c'est la plus grande expression de soin de soi. Si tu veux vraiment sortir de l'impasse, renforce ta discipline jour après jour, même s'il n'y a pas de témoin, même si personne ne le remarque. Le prix du changement est de faire ce qui est inconfortable jusqu'à ce que cela devienne inévitable. 7. Sois cohérent entre pensée et action. Tu vas au magasin, tu salues poliment, tu achètes ce dont tu as besoin et tu souris, même si à l'intérieur, ta tête repasse encore et encore cette conversation en attente ou le véritable motif de ta fatigue. Ensuite, chez toi, tu te surprends à réclamer honnêteté et loyauté aux autres, tout en justifiant tes propres contradictions avec des arguments que même toi, tu ne crois pas. C'est ainsi qu'à ton insu, tu commences à vivre avec une fracture interne. Une partie de toi exige de la cohérence du monde, mais une autre partie opère selon la loi du « fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais ». Le désajustement entre la pensée et l'action n'est pas un problème philosophique lointain. C'est l'origine tangible de l'insatisfaction, de l'épuisement et de la sensation constante de te trahir. Chaque fois que tu agis contre tes principes, même si personne ne le sait, ton esprit l'enregistre comme une dette interne qui peu à peu devient un fardeau psychologique. Tu peux tromper les autres, mais ton estime de soi se joue dans ces petites décisions quotidiennes où tu choisis entre l'intégrité et le confort. Le mécanisme est clair, tu justifies un raccourci, tu ignores une promesse, tu t'accordes une incongruité parce que ce n'est pas si grave. Et ainsi tu entraînes ton cerveau à tolérer l'incohérence. Mais le prix n'est pas négligeable. L'autoconcept s'érode, la confiance en soi se brise et la motivation devient inconstante, car au fond, tu sais que tu ne peux pas faire confiance à celui qui ne respecte même pas sa parole. L'incohérence n'est pas seulement une erreur éthique, c'est l'origine de l'anxiété sourde, de la fatigue qui ne s'en va pas avec le sommeil, de la sensation d'être toujours en dette envers toi-même. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais de combler le fossé entre ce que tu penses et ce que tu fais, car c'est là que se construit le véritable caractère. Ce que tu tolères en privé se filtre dans le public. Ce que tu te permets dans le petit devient fracture dans le grand. Il n'existe pas d'autogouvernance sans cohérence interne. Le stoïcisme le dit clairement. La force ne réside pas dans le fait de ne pas ressentir de contradictions, mais dans le fait de les affronter et de corriger le cap chaque fois que tu dévies.
Pense à chaque décision comme un investissement ou une soustraction dans ton compte de respect de soi. La cohérence, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne te voit. Si tu tolères la distance entre ce que tu penses et ce que tu fais, tu alimentes le cycle de la frustration. Le véritable pouvoir personnel se construit lorsque ta parole et ton action vont dans la même direction, même si cela coûte, même si l'environnement invite à la tentation facile. Il ne s'agit pas de paraître impeccable devant les autres, il s'agit de pouvoir te regarder en face sans ressentir de honte pour tes concessions. Lorsque tu choisis d'être cohérent, la vie se simplifie. Moins d'épuisement, moins de culpabilité, plus de force pour affronter ce qui vient. La cohérence ne te rend pas parfait, mais elle te rend invulnérable à l'auto-tromperie. Si tu veux un respect de soi durable, commence par cesser de te trahir dans le quotidien. Chaque acte aligné est une brique de plus dans ta reconstruction interne. 8. Prends la responsabilité de ta croissance. Parfois, je me surprends à regarder mon propre reflet sur l'écran de mon téléphone, avec la lumière bleue marquant les cernes, et ce geste à mi-chemin entre la fatigue et la résignation. La routine se sent comme un poids sur les épaules, les jours s'empilent et la vie semble avancer sans me demander la permission. Ce n'est pas que j'ignore que je devrais faire plus, apprendre, m'améliorer, grandir. C'est que bien souvent, je me piège dans le piège d'attendre que l'élan vienne de l'extérieur, que quelqu'un ou quelque chose me secoue et m'oblige à évoluer. Il m'est inconfortable de l'admettre, mais il y a une part de moi qui s'est installée dans le confort de l'attente, comme si la croissance était une conséquence logique du passage du temps et non le résultat d'un effort volontaire. C'est là que commence l'auto-illusion. Quand je crois que juste par le fait d'exister, de remplir mes obligations, de survivre un jour de plus, je progresse déjà. Mais la réalité est tout autre. La croissance personnelle ne se produit pas simplement parce que les jours passent, ni parce que la vie te met à l'épreuve. Soit tu prends le contrôle de ton propre développement, soit tu stagnes, même si ton environnement change 1000 fois. Pense à ces moments où tu restes à regarder une série par inertie, tout en notant mentalement tout ce que tu devrais être en train de faire. Le corps s'installe sur le canapé, l'esprit flotte dans une sorte de brouillard tranquille, et bien que tu ressentes un léger malaise, tu l'anesthésies avec des distractions. Le détail réside dans les petits gestes. Tu repousses cette lecture en attente. Tu laisses pour demain la conversation gênante. Tu évites d'apprendre de nouvelles compétences parce que la peur de l'échec se déguise en paresse. Ces actes minimaux sont en réalité des décisions de rester le même. Il n'y a pas de développement possible si tu ne prends pas la responsabilité de pousser tes propres limites, si tu n'acceptes pas que personne d'autre ne fera le travail intérieur à ta place. La responsabilité de grandir est inconfortable car elle implique de cesser d'attendre que l'environnement t'oblige. Elle implique que tu te lèves, que tu te mettes mal à l'aise face à tes manques et que tu choisisses, même à contre-cœur, de faire quelque chose de différent aujourd'hui. Personne ne devient fort par accident. La croissance personnelle n'est pas automatique, elle est intentionnelle. Prends la responsabilité de ton évolution comme on prend soin d'une plaie pour qu'elle cicatrise bien. Avec une attention quotidienne, avec des désagréments, avec discipline. Chaque jour où tu choisis de ne pas exiger plus de toi, tu t'habitues un peu plus à la médiocrité. Ne confonds pas confort avec bien-être ni passivité avec maturité. Tu peux avoir l'agenda rempli d'activités et rester vide si tu n'investis pas dans ce qui te construit réellement. Le véritable progrès ne se sent pas glorieux. Il est souvent rude, solitaire et composé de petits actes qui s'additionnent. La responsabilité, c'est cesser d'attendre des miracles et commencer à créer des résultats. Si aujourd'hui tu ne prends pas en charge ta propre croissance, demain tu n'auras qu'une version plus fatiguée de la même frustration. Personne ne va te pousser à évoluer. Le travail est à toi, la décision aussi. 9. Ne dépend pas de la motivation passagère. Pense à la motivation comme à une allumette. Elle s'allume facilement, brûle intensément quelques secondes, puis il ne reste que des cendres et la même obscurité qu'auparavant.
Compter sur cet élan fugace pour changer ta vie est une autotromperie confortable, mais brutalement inefficace. La motivation est traîtresse. Elle apparaît quand tu en as le moins besoin et disparaît juste les jours où tout pèse le double. Si ton avancement dépend d'attendre cet élan éphémère, alors ton progrès est vendu au hasard, à l'émotion du moment, à la paresse déguisée en quête intérieure. Tu mets ta reconstruction personnelle entre les mains d'un mécanisme volatile, alors que ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'une structure interne qui ne dépende pas de l'humeur, du climat ou de la vidéo inspirante de la semaine. Celui qui attend d'être motivé s'enlise dans l'inertie. Tu n'as pas besoin d'étincelles, tu as besoin de résistance. Le problème, c'est que la culture actuelle t'a vendu l'idée que tu ne dois agir que lorsque tu ressens l'envie. Ce conseil est du poison déguisé en conseil moderne. Que crois-tu qu'il se passe les jours gris quand le corps ne répond pas et que l'esprit se sent vide? Si tu te donnes la permission d'agir seulement lorsque la motivation te rend visite, alors tu as signé ta condamnation à la médiocrité. La discipline est ce qui te maintient en mouvement lorsque l'enthousiasme s'évapore, lorsque l'émotion devient indifférence et lorsque l'esprit cherche des excuses sophistiquées pour dissimuler sa paresse. Il est facile de s'entraîner quand il y a du public, il est facile d'étudier quand tout coule, il est facile d'avancer quand l'énergie est abondante. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais quand tout cela échoue. Ne construis pas ta vie sur des impulsions, construis-la sur des décisions. Ceux qui réussissent à changer vraiment sont ceux qui ont compris que la motivation est un luxe, pas une condition. Ils en ont assez d'attendre et ont décidé d'agir même sans envie, même lorsque le corps proteste, même lorsque l'esprit supplie pour un repos qu'il ne mérite pas. Tu n'as pas besoin de te sentir inspiré pour honorer tes engagements, tout comme tu n'as pas besoin d'être amoureux de la routine pour faire ce que tu as dit que tu ferais. Chaque fois que tu cèdes au récit de la motivation, tu renforces ta faiblesse. Chaque fois que tu accomplis sans envie, tu renforces ton caractère. C'est aussi simple que cela. La motivation est l'applaudissement fugace. La discipline est le fondement invisible. Si tu veux du respect de soi, entraîne ta capacité à agir sans éclat, sans témoin et sans la promesse de plaisir immédiat. Ne mets pas ta vie sur pause en attendant qu'un éclair d'énergie te tombe dessus. La vie ne te doit pas d'inspiration, tu te dois de la constance. 10. Entoure-toi de personnes qui te poussent. Entoure-toi de personnes qui te poussent, ou prépare-toi à porter le poids mort de ceux qui te freinent. La vérité inconfortable est que tes limites personnelles ne se forgent pas seulement dans la solitude. Elles se sculptent, pour le meilleur ou pour le pire, dans cet environnement invisible que tu tolères au quotidien. Si tu t'entoures de ceux qui se contentent de peu, tôt ou tard, tu deviens complice de leur inertie. L'esprit apprend par imitation bien avant que tu ne t'en rendes compte. Tu absorbes le découragement des autres, tu normalises la plainte, tu deviens expert pour justifier ton stagnation parce que tout le monde autour de toi le pratique comme si c'était un art. La médiocrité est contagieuse et il suffit de baisser la garde quelques jours pour qu'elle s'infiltre et finisse par anesthésier ton envie de grandir. Il est brutalement honnête de l'admettre, mais souvent, le plus grand saboteur de ton avancement n'est pas ton manque de volonté, mais la validation constante de l'environnement qui t'invite à rester le même. Le mécanisme est pervers. Tu cherches l'acceptation, tu crains de déranger, tu préfères ne pas défier le confort collectif parce que cela te garantit d'appartenir. Mais ce prix est extrêmement élevé. Chaque conversation où tu tais tes aspirations pour ne pas paraître arrogant, chaque moment où tu minimises tes progrès pour t'intégrer, chaque fois que tu tolères le cynisme déguisé en réalisme, ton caractère s'affaiblit un peu plus. Un genre de pacte silencieux s'installe où personne n'exige plus de soi-même parce que cela mettrait en évidence les renoncements de tous. Ainsi, sans t'en rendre compte, tu t'entraînes à ne pas te démarquer et à porter la culpabilité de vouloir plus. La médiocrité se déguise en loyauté au groupe. Et le pire,
C'est que l'habitude de te conformer devient une cage invisible. Tu te dis que tu es loyal, alors qu'en réalité, tu as juste peur d'avancer seul. La partie la plus difficile est de reconnaître que couper les liens ou prendre de la distance avec ceux qui n'apportent rien peut sembler être une trahison. Mais s'accrocher à des liens qui ne valident que ta version la plus faible ne fait que prolonger ta stagnation. Il ne s'agit pas de devenir froid, ni de mépriser qui que ce soit, mais de comprendre que ton évolution est personnelle et que tu ne peux pas porter ceux qui refusent d'avancer. Ne t'excuse pas de grandir plus vite que ton environnement. Le véritable soutien n'est pas celui qui te console dans la défaite, mais celui qui te défie à ne pas rester à l'aise dans celle-ci. Le stoïcisme est clair. Choisis bien ceux que tu laisses entrer dans ton cercle proche, car leur influence sera inévitable. Si tu veux renforcer ton caractère, cherche des relations qui défient tes excuses, qui te reflètent tes angles morts et qui te dérangent lorsque tu te contentes de moins que ce que tu peux être. L'appartenance réelle ne se construit pas dans le confort des applaudissements faciles, mais dans l'honnêteté brutale de ceux qui exigent que tu sois meilleur. Si tu veux avancer, arrête de chercher refuge dans des groupes qui célèbrent la résignation et commence à investir ton temps et ton énergie dans des personnes qui te poussent à te sentir mal à l'aise, à corriger, à grandir. L'environnement n'est pas seulement un contexte, c'est le moule invisible de ton caractère. Décide avec qui tu entraînes ton esprit, car tôt ou tard, tu deviens la moyenne des voix que tu tolères près de toi. Entoure-toi d'élan, pas de ballast. C'est une décision que seul toi peux prendre. Personne n'aime l'admettre, mais la solitude pèse. On a l'impression d'un vide inconfortable, d'une pause où l'on cesse de se distraire et où l'on fait face, sans anesthésie, à ses propres limites. Et c'est justement là, dans cet espace brut et sans fioriture, que commence le véritable travail. Le monde te répète que être seul est un signe de faiblesse. Mais cette narration ne sert qu'à te maintenir dépendant et fragile. La réalité est autre. La solitude est un entraînement brutal que peu de gens ont le courage d'affronter. Il ne s'agit pas de glorifier l'isolement, mais de reconnaître que si tu apprends à être avec toi-même, tu commences à gagner une force silencieuse qui ne se négocie ni ne se prête. Le stoïcisme le comprend bien. Le caractère se forge dans la difficulté, pas dans le confort. Personne ne construit de la discipline entourée d'applaudissements, ni ne développe de la clarté mentale au milieu du bruit constant. Avancer seul, sans témoin, ni gratifications immédiates, est inconfortable et difficile. Mais c'est là que tu trouves le véritable poids de tes décisions, où chaque petite victoire compte. Ne cherche pas d'excuses, ni d'échappatoire facile. Celui qui apprend à être seul cesse d'être vulnérable. Au final, ce qui te rend fort, ce n'est pas que les autres croient en toi, mais que tu ne te trahisses pas quand personne ne regarde. La solitude, bien utilisée, n'est pas une punition, c'est le filtre qui sépare l'intention de l'engagement. Il ne te reste plus qu'à te demander, vas-tu continuer à fuir devant toi-même, ou vas-tu commencer à travailler avec ce que tu as? 1. Utilise la solitude comme terrain de croissance. La vérité est celle-ci. Si tu ne supportes pas d'être seul avec toi-même, tu ne supporteras jamais rien qui vaille la peine dans la vie. La solitude n'est pas une condamnation qui te tombe du ciel, ni une injustice pour te sentir victime. C'est l'examen que tu dois passer si tu veux vraiment construire une forteresse intérieure. Arrête de te mentir en croyant que tu as besoin de la validation des autres ou que la compagnie est indispensable pour avancer. C'est l'excuse confortable de ceux qui ne veulent pas faire face à leurs propres reflets sans filtre ni distraction. Ne te trompe pas. Tant que tu fuiras de toi-même, tu resteras lié à une version faible, dépendante et superficielle. La plupart préfèrent remplir le vide avec du bruit, des écrans, des conversations qui ne signifient rien. La peur du silence est la peur de découvrir tout ce que tu as caché sous des couches d'apparence. Mais le stoïque ne cherche pas le confort, il cherche la clarté. Et cette clarté n'apparaît que lorsque tu oses rester seul avec tes pensées, lorsque tu désarmes tes propres mécanismes d'évasion, et que tu fais face à ce que tu es vraiment.
N'attends pas que la vie s'adapte à ta faiblesse. La vie continuera d'exiger des résultats, de la discipline et de la stabilité. Et tu ne les développeras que lorsque tu utiliseras la solitude pour t'entraîner, pas pour te lamenter. La solitude est inconfortable car elle t'oblige à regarder en face la dette que tu as accumulée envers toi-même. Promesses brisées, habitudes médiocres, objectifs abandonnés. Il n'y a personne ici pour t'applaudir, ni pour te sauver, et c'est exactement ce dont tu as besoin. Si tu dépends toujours des autres pour avancer ou pour te sentir en sécurité, tu hypothèques ton autonomie. Le stoïcisme te le dit sans fioriture. Personne ne viendra te sauver, personne ne portera ton poids. La douleur d'être seul est le prix de ta liberté et de ta croissance. Soit tu le paies, soit tu restes bloqué dans la médiocrité plaintive. Ne confonds pas être seul avec être perdu. La différence réside dans ce que tu fais avec cet espace et ce temps. Si tu l'utilises pour entraîner ton attention, pour renforcer ton caractère, pour ordonner tes priorités et accomplir même si personne ne regarde, alors la solitude devient ton plus grand atout. C'est ici que se polissent ceux qui ne veulent pas vivre à genoux. C'est ici que tu te prouves que ta parole a de la valeur, même si toi seul l'entends. Les mots vides tombent d'eux-mêmes quand personne ne les célèbre. Le silence fait mal, mais il guérit aussi. Lorsque tu oses le supporter, tu te rends compte que la plupart de tes peurs sont des constructions mentales, des fantômes alimentés par l'habitude de chercher une échappatoire. La solitude bien exploitée coupe les racines de l'auto-tromperie. Elle t'oblige à te construire de l'intérieur sans soutien emprunté ni masques sociaux. La discipline que tu développes ici est celle qui ne se voit pas, mais qui soutient tout ce que tu réaliseras par la suite. Vas-tu continuer à fuir de toi-même ou vas-tu utiliser la solitude comme ton terrain d'entraînement? Il n'y a pas de raccourci. Le travail se fait dans l'ombre, sans témoin, sans récompense immédiate. Ce que tu fais en solitude est ce que tu es vraiment. Fais-y face. Les autres peuvent partir. Tu ne peux pas abandonner ta propre vie. Voici la vérité. Soit tu te forges dans la solitude, soit tu te brises dans la multitude. 2. Affronte ta douleur sans chercher à t'évader. Tu te réveilles avant que le réveil sonne. Tu ressens cette pression dans ta poitrine, ce malaise qui ne disparaît pas, même si tu changes de position. Tu ouvres ton téléphone sans envie, cherchant quelque chose qui te distraira, quelque chose qui éteindra ce malaise que tu portes en toi. Tu sautes d'une application à l'autre, lis des vieux messages, regardes des vidéos sans y prêter attention. Mais quand tu éteins l'écran, le poids est toujours là, tout aussi intense, tout aussi réel. Ce n'est pas une journée difficile, ni une série de malchances. Cette douleur silencieuse est le rappel de tout ce que tu n'as pas voulu regarder en face. Il y a une partie de toi qui cherche l'anesthésie, qui veut se perdre dans n'importe quoi pour ne pas sentir. Mais l'évasion ne fait que retarder le problème, elle ne le résout jamais. Le mécanisme est presque automatique. Quand ça fait mal, tu cherches une échappatoire. Manger même si tu n'as pas faim, remplir ton temps avec des tâches insignifiantes, parler avec des gens juste pour éviter de rester seul avec tes pensées. Le cerveau s'est entraîné à chercher un soulagement immédiat parce qu'il a peur de l'idée d'affronter l'inconfort. Mais chaque fois que tu fuis, tu renforces cette habitude de t'éviter, de te laisser pour plus tard. Tu te convaincs que rien ne se passe, que ça passera, que te distraire est suffisant pour aller mieux. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas vrai. La douleur que tu n'affrontes pas s'accumule. Elle devient un poids que tu portes partout et qui finit par façonner ton caractère, déformant ta perception de toi-même et de ce que tu peux supporter. Il y a une leçon que tu dois apprendre tôt ou tard. La douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton maître. Le problème n'a jamais été de la ressentir, mais ce que tu fais quand elle apparaît. Si tu cherches seulement à la cacher, tu entraînes ton esprit à la faiblesse. C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres et faire semblant qu'il n'est pas là. Tu ne progresseras vraiment pas tant que tu ne l'ouvres pas et que tu ne vois pas ce que tu as à l'intérieur. Le stoïcisme le dit clairement. Ne contrôle pas ce qui ne dépend pas de toi, mais ce que tu peux contrôler, c'est la manière dont tu fais face à tes émotions.
Il ne s'agit pas de tout endurer comme si tu étais en acier, mais d'accepter que la douleur fait partie de ta vie et est la matière première avec laquelle tu vas te construire. La force n'est pas l'absence de souffrance, c'est ta capacité à la regarder sans te mentir, à la soutenir sans chercher d'excuses. Le premier pas est de cesser de chercher la sortie facile. Ne te distrais pas, ne te permets pas de t'évader. Assieds-toi avec toi-même et laisse-toi ressentir. Ne te brise pas à la première gêne, ni ne fuis quand le malaise monte. Ce n'est que lorsque tu permets à la douleur d'exister sans la déguiser que tu peux commencer à comprendre son origine, à découvrir quelles décisions t'ont amené ici et quelles parties de toi ont besoin d'une transformation. Les réponses que tu cherches n'apparaissent jamais au milieu de l'évasion. Elles se trouvent au centre de ce malaise que tu veux éviter. Affronte ta douleur sans chercher des raccourcis. Ne fuis pas l'inconfort. Ce que tu résistes te domine. Ce que tu acceptes te libère. Tu n'es pas faible parce que tu ressens de la douleur. Tu es faible si tu permets à la peur de la douleur de décider pour toi. Ne te cache pas derrière des excuses. La croissance personnelle commence lorsque tu cesses de négocier avec ton inconfort et décides de l'affronter avec une honnêteté radicale. Tu ne dois rien au confort. Tu te dois le courage de regarder en face ce qui te fait mal et de le traverser. La discipline émotionnelle se construit dans ces moments où tu pourrais fuir, mais tu choisis de rester. Et c'est la différence entre survivre et évoluer. La douleur est inévitable, l'évasion est optionnelle. 3. Construis une discipline avec des actions quotidiennes. Il n'est pas facile de l'admettre, mais il y a des jours où je réalise que mon plus grand obstacle n'est pas l'environnement, ni le manque d'opportunités, ni même les souvenirs douloureux. C'est moi-même. C'est inconfortable de voir comment, même en sachant ce que je devrais faire, je m'invente de petites excuses pour sauter l'essentiel. J'ai ressenti dans ma chair ce piège silencieux dans lequel on tombe quand on se promet « demain je commence ». Aujourd'hui je le mérite. Cette fois cela n'a pas d'importance. Et, un après l'autre, ces petites permissions finissent par peser tellement qu'elles déforment l'image que tu as de toi-même. Parce que la discipline ne se perd pas d'un coup, elle se défait chaque fois que tu choisis le soulagement immédiat plutôt que l'engagement envers toi-même. Ce qui est difficile, ce n'est pas de comprendre ce que tu dois faire pour changer, mais de le maintenir chaque jour, même si personne ne le remarque, même si le résultat tarde à apparaître, même si la motivation ne se manifeste pas. C'est ici que la solitude joue son rôle le plus inconfortable et le plus précieux. Elle te confronte face à face avec la réalité de tes actions, sans témoin, sans applaudissements, sans personne pour te surveiller. La personne que tu es quand personne ne te regarde est la seule qui compte. Maintenant, si tu l'analyses avec froideur, toute transformation réelle commence dans le domaine du quotidien. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites, ni d'attendre qu'un grand moment arrive pour commencer. La discipline n'est pas une question de volonté inébranlable, mais de construction progressive. Il s'agit de prendre le contrôle de petites décisions récurrentes et de les exécuter sans négocier avec ton inconfort. Toute promesse que tu te fais et que tu ne tiens pas va directement dans un compte interne qui finit toujours par te coûter des intérêts. Doute, insécurité, autocritique destructive. L'esprit enregistre tout. Chaque fois que tu remets une action à plus tard, tu renforces un circuit mental d'évasion. Chaque fois que tu tiens ta promesse, même si c'est quelque chose de minime, tu construis une base sur laquelle tu peux élever n'importe quoi. La clé est de réduire la marge de négociation. Ne te demande pas chaque jour si tu en as envie, mais agis parce que c'est ce que tu as décidé. Le stoïcisme le présente comme un entraînement, non comme une épreuve d'héroïsme. Répète l'acte juste jusqu'à ce que ton caractère s'y adapte. Tu n'as pas besoin de grands gestes, tu as besoin d'une répétition constante qui te sorte du pilote automatique. L'erreur commune est de penser que la discipline est une vertu réservée à ceux qui sont nés forts ou à ceux qui ont déjà surmonté leurs faiblesses. Mais la réalité est plus crue. La discipline se forge à force de friction.
en supportant l'usure quotidienne de faire ce que tu as dit que tu ferais même quand tout en toi demande le contraire. Personne ne va te donner la permission de changer, personne ne va soutenir tes habitudes à ta place. Attendre de te sentir prêt est une autre façon de reporter ta propre transformation. La seule façon d'être fiable pour toi-même est de respecter tes décisions, même si elles semblent insignifiantes. Ces actions quotidiennes, étrangères au spectacle et à la reconnaissance, sont le matériau dont se fabrique la véritable autodiscipline. Si tu t'habitues à te respecter même quand personne ne te surveille, tu deviens maître de ta vie. Si tu te permets de te faillir encore et encore, tu deviens ton propre saboteur. Ne confonds pas discipline avec rigidité, ni avec auto-exigence vide. La discipline, c'est se rappeler chaque jour pourquoi tu as commencé et agir en conséquence, même quand il n'y a pas de récompense immédiate. C'est la décision consciente de ne pas te donner d'excuses, de ne pas laisser le confort avoir le dernier mot. Chaque action quotidienne est un investissement dans ton autonomie. Tu es le résultat de ce que tu répètes, pas de ce que tu rêves. Tes intentions grandioses ne te définissent pas, mais tes actions silencieuses. Si tu veux avoir confiance en toi, respecte tes engagements même si personne ne le remarque. Le respect de soi se construit en secret. Ce que tu fais quand personne ne te voit est ce que tu es vraiment. 4. Trouver la clarté dans le silence. Un verre d'eau cristalline sur une table. Au début, il semble propre, transparent, inaltéré. Mais il suffit de le laisser au silence, loin des secousses et du mouvement, pour que tout ce qui était suspendu commence à tomber au fond. La poussière, les particules, les petites impuretés qui auparavant passaient inaperçues se déposent peu à peu et la surface devient si claire que vous pouvez voir à travers sans effort. C'est ainsi que fonctionne votre esprit lorsque vous osez vous arrêter, lorsque vous fermez la porte aux distractions et restez immobile, mal à l'aise, seul avec vous-même. Le silence n'est pas un vide. C'est le laboratoire dans lequel se décantent vos pensées, où les émotions brutes cessent de se débattre pour révéler ce qu'il y a vraiment sous tout ce bruit que vous avez l'habitude de porter. Dans cet état de pause forcée, lorsque les stimuli cessent de vous bombarder, vous commencez à remarquer des détails que vous ignoriez auparavant. La tension dans la mâchoire, la façon dont vos doigts se crispent par habitude, le léger tremblement dans la jambe qui ne restait jamais immobile. Chacun de ces gestes est un signe, des messages que le corps envoie pour que vous y prêtiez attention et que vous ne pouvez lire que lorsque vous vous permettez d'être en silence, sans l'anesthésie de l'immédiat. Le silence dérange parce qu'il ne tolère pas le mensonge. Il vous confronte à l'enchevêtrement de pensées que vous avez accumulées, aux décisions que vous avez préféré ne pas analyser, aux émotions que vous avez rangées dans un tiroir en espérant qu'une distraction les efface. Ici, rien ne se cache. S'il y a de l'anxiété, vous la sentez dans la poitrine. S'il y a de la colère, vous la ressentez dans les épaules. S'il y a de la tristesse, vous la trouvez dans le poids du dos. Le silence vous montre le solde réel de votre vie intérieure. Profiter de ce silence n'est pas une question mystique ni une pose de supériorité. C'est un exercice de nettoyage mental et émotionnel, aussi basique que de se laver les mains avant de manger. Au lieu de fuir ce qui apparaît, observez. Respirez lentement. Reconnaissez chaque pensée sans la juger ni vous battre avec elle. Laissez-la se déposer. Plus vous résistez à l'impulsion d'allumer un écran, de chercher l'approbation des autres ou de sauter à la prochaine tâche inutile, plus le panorama devient clair. La véritable clarté n'arrive pas lorsque tout est en ordre à l'extérieur, mais lorsque vous vous habituez à vous asseoir au milieu de votre propre désordre et à laisser l'esprit se calmer de lui-même. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement. Le quotidien regorge d'opportunités pour cet exercice. Éteignez le téléphone pendant le repas et remarquez comment vous mastiquez. Sortez vous promener sans musique et observez comment votre esprit réagit à la première minute de silence. Si vous vous irritez, si vous vous ennuyez, si des souvenirs ou des préoccupations commencent à apparaître, ne fuyez pas. C'est là le matériau avec lequel vous pouvez travailler.
Personne ne se renforce en bouchant des trous avec des excuses. Seul s'améliore celui qui ose regarder ce que les autres préfèrent ignorer. Le silence est le filtre qui sépare l'urgent de l'important. Vos véritables priorités, vos véritables désirs, vos blessures et vos capacités se révèlent lorsque vous n'avez plus où courir. Il y a une phrase que vous devez retenir. Ce que vous n'affrontez pas dans le silence finit par vous crier dans le chaos. Si vous ne vous donnez pas le temps d'éclaircir votre esprit seul, vous finirez par vivre selon le désordre des autres, réagissant au lieu de décider. La clarté est inconfortable parce qu'elle exige de l'honnêteté, mais elle est aussi libératrice. Personne ne peut vous manipuler si vous savez en quoi vous croyez et ce que vous voulez. La solitude, lorsque vous l'utilisez ainsi, se transforme en un avantage stratégique. Ne vous contentez pas d'une vie floue. Faites du silence votre outil. La clarté est la base de toutes vos décisions. 5. Prends la responsabilité de ta propre avancée. Personne ne viendra te relever. Personne ne te poussera quand tu es bloqué. Si tu continues à attendre que le monde te donne la permission d'avancer, prépare-toi à rester assis toute ta vie. Prendre la responsabilité de ta propre avancée n'est pas une option. C'est la seule issue si tu veux cesser de traîner l'insatisfaction de toujours te sentir moins que ce que tu pourrais être. Le confort t'a menti suffisamment. Personne ne te doit rien, ni explication, ni motivation, ni opportunité servie sur un plateau. Tant que tu continues à attendre le moment parfait ou le conseil salvateur, la seule chose qui grandit est la distance entre ce que tu veux et ce que tu es réellement. Arrête de chercher des coupables à l'extérieur, arrête de déguiser ta paralysie avec des excuses intellectuelles. L'auto-illusion ne te protège pas, elle prolonge seulement ton stagnation. Beaucoup préfèrent blâmer l'enfance, les circonstances, le mauvais temps ou le manque de ressources. Il est plus facile de rejeter la responsabilité sur n'importe quoi d'autre que sur tes propres épaules. Mais la vérité est brutale. Si tu ne prends pas le contrôle de ton avancée, tu restes à vivre en pilote automatique, répétant des cycles qui te méprisent et t'épuisent. Il n'y a pas de véritable croissance tant que tu laisses le pouvoir à l'extérieur. C'est ta tâche, et seulement la tienne, de prendre en charge ton progrès, même si cela fait mal, même si cela coûte, même si tu n'as personne pour t'applaudir. Tu n'es pas spécial à cause de tes blessures, ni de tes obstacles. Tu es spécial si tu as le courage d'arrêter de les utiliser comme justification pour rester au même endroit. Prends en charge chaque décision, chaque jour gaspillé, chaque fois que tu as choisi la distraction plutôt que l'effort inconfortable. C'est simple, ton avancée personnelle ne dépend de la validation de personne, ni de la chance, ni de l'inspiration. Elle dépend de ta capacité à cesser de négocier avec ta paresse, à cesser d'attendre que l'envie arrive magiquement. Si tu veux avancer, agis même si tu sens que tu n'as pas de force. La discipline est un muscle qui s'entraîne avec friction, pas avec des désirs. Si tu t'habitues à attendre le moment adéquat, tu finis par perdre des années dans des promesses vides. La vie ne s'arrête pas pour t'attendre, il n'y a pas de pause pour ceux qui doutent. Soit tu bouges, soit tu restes en arrière. Chaque fois que tu remets à plus tard l'essentiel, tu renforces l'idée que tu n'es pas capable. Chaque excuse est une brique dans le mur qui te sépare de la vie que tu peux construire. Personne ne va porter ce poids pour toi. Le stoïcisme est clair. Prends ce que tu peux contrôler et transforme-le en action. Si tu échoues, apprends. Si tu réussis à avancer, ne t'endors pas sur tes lauriers. Le progrès est inconfortable car il te demande de renoncer à tes propres pièges mentaux. Il n'y a pas de raccourcis honnêtes. Ce que tu ne prends pas en charge finit par te prendre en charge. Cela te rend victime, dépendant, invisible, même pour toi-même. Ne confonds pas l'autocompassion avec le courage de te transformer. Tu peux reconnaître tes limites sans les traîner comme excuses. Personne n'exige la perfection, mais on exige de la responsabilité. Si tu tombes, relève-toi. Si tu échoues, ajuste le cap. Ne te donne pas la permission de te rater encore et encore. Le respect de soi naît lorsque tu deviens implacable avec tes propres justifications. Arrête de demander la permission d'avancer. Fais-le.
Personne ne va construire le caractère que tu te refuses. Il n'y a pas d'avancée sans responsabilité radicale. Tu es ta propre limite ou ta propre possibilité. Choisis de quel côté tu veux être. 6. Renforce ton autonomie émotionnelle. La dépendance émotionnelle est un piège qui te vole ta force sans que tu t'en rendes compte. Si tu as besoin que les autres confirment chaque sentiment, chaque accomplissement ou chaque décision, tu remets ta stabilité entre les mains d'autrui. Tu ne peux rien construire ni maintenir de solide tant que ton humeur dépend d'un message qui arrive ou d'un regard qui approuve. L'autonomie émotionnelle n'est pas une pause, c'est une nécessité si tu veux cesser d'être un otage des circonstances. Le premier pas est de reconnaître combien de fois tu as cédé ton pouvoir, en demandant de la validation, en attendant de la reconnaissance, en ajustant ton comportement pour ne pas déranger, en cachant ce que tu ressens par peur de perdre de l'affection. Chacune de ces concessions épuise ton identité, dilue ta volonté jusqu'à la rendre méconnaissable. La solitude, bien qu'elle fasse mal, te montre avec une brutalité claire quels sont tes véritables fondements. Si tout ce que tu es vacille lorsque tu manques de compagnie, c'est un signe que tu n'as jamais construit quoi que ce soit de propre. Personne ne t'apprend enfant à réguler tes émotions. Tu apprends en copiant des réactions, en cherchant refuge dans les mots des autres, en évitant le conflit interne. Mais il arrive un moment où continuer à repousser ta maturité émotionnelle ne te laisse que plus exposé. C'est inconfortable de l'admettre, mais ce que tu crains le plus n'est pas le rejet, mais la responsabilité de te soutenir toi-même lorsque personne d'autre ne le fait. La dépendance est confortable, car tu peux toujours blâmer l'autre pour ton malaise. L'autonomie, en revanche, exige que tu répondes de chaque émotion que tu laisses te gouverner. Combien de fois as-tu réagi impulsivement, cherché l'approbation, ressenti un vide si tu ne reçois pas d'attention? Ce cycle ne prend fin que lorsque tu décides que ta valeur ne dépend de personne d'autre. Le véritable respect de soi se construit lorsque tu choisis de ressentir ce qui surgit sans le déguiser, mais aussi sans t'y abandonner. Briser ce schéma exige un travail quotidien et silencieux. Il ne s'agit pas de devenir insensible ni de faire semblant que rien ne t'affecte, mais d'entraîner ton esprit à traiter les émotions avant qu'elles ne décident de ta conduite. Lorsque quelque chose te fait mal, avant de chercher du réconfort à l'extérieur, observe ce qui s'active à l'intérieur, la mémoire de vieilles carences, la peur d'être invisible, l'habitude de mendier de l'affection. Chaque réaction automatique est un indice sur le point exact où tu remets ton pouvoir. L'autonomie émotionnelle, c'est apprendre à te contenir, à soutenir ton malaise, sans le transformer en punition, ni en spectacle. C'est agir même lorsque le moral n'est pas au rendez-vous. C'est se taire quand la colère veut parler à ta place. C'est te donner la permission de ressentir sans te laisser entraîner. Personne ne régulera ton monde intérieur à ta place. Si tu n'apprends pas à le faire, tu seras toujours à la merci des fluctuations des autres. La discipline émotionnelle se forge dans ces moments où il n'y a pas de témoin, lorsque tu pourrais exploser ou abandonner, mais que tu choisis de traiter et d'avancer. Ce n'est pas de la négation, ni de la répression, c'est une gestion consciente. Le stoïcisme le présente sans fioriture. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font ou ressentent, mais tu peux décider de la réaction que tu permets. Chaque fois que tu choisis ta stabilité plutôt que la réaction, tu ajoutes une brique à ta force intérieure. Ta tranquillité ne peut pas dépendre de facteurs externes. Si tu laisses ta paix entre les mains des autres, tu vivras toujours dans une dette émotionnelle. Tu n'es pas esclave de tes réactions, tu es l'architecte de ton équilibre. L'autonomie émotionnelle, c'est ne pas négocier ta valeur. C'est pouvoir rester en silence, sans compagnie, et continuer à tenir debout. Personne ne peut te prendre ce que tu apprends à soutenir toi-même. La véritable liberté commence lorsque tu cesses de demander la permission de te sentir bien. La dépendance épuise, l'autonomie libère. Décide une fois pour toutes qui contrôle ton monde intérieur. 7. Tiens de petites promesses envers toi-même. Tu te lèves et tu croises ce mot collé sur la porte du réfrigérateur.
Boire de l'eau avant le café. Tu le vois, tu le lis, et tu l'ignores sans y penser à 2 fois. Plus tard, tu te souviens que tu t'étais promis de ne pas vérifier les réseaux sociaux avant de terminer une tâche, mais tu cèdes à l'impulsion sous prétexte de juste regarder un message. À la fin de la journée, tu réalises que cette routine d'étirement, ce livre que tu devais lire, ce message que tu t'étais juré d'envoyer, restent en attente. Ce n'était pas un manque de temps ou de connaissances, c'était cette habitude de te mettre de côté, de remettre à plus tard ce qui semble insignifiant. Mais ce que tu ne comprends pas à ce moment-là, c'est que ces petites promesses que tu ne tiens pas sont les briques manquantes dans les fondations de ta confiance. Quand tu échoues dans le minimum, ton esprit l'enregistre. Chaque micro-trahison affaiblit ta parole intérieure, même si personne d'autre ne le sait. L'accumulation de petits renoncements devient une fracture invisible dans le caractère. Ce n'est pas une question d'un seul jour, mais du schéma que tu répètes jusqu'à ce que ta parole cesse de signifier quelque chose, même pour toi. La raison est simple. L'esprit ne fait pas de distinction entre le grand et le petit lorsqu'il s'agit de former des habitudes. Si tu permets à une décision mineure de se diluer dans des excuses, tu entraînes ta capacité à te trahir. À long terme, cette accumulation pèse plus que n'importe quelle promesse grandiose que tu fais sous l'euphorie ou le désespoir. Les mécanismes mentaux d'auto-justification se renforcent avec chaque permission que tu te donnes. Tu commences à voir la procrastination comme une partie normale de ta façon d'être et l'exigence de te respecter s'affaiblit jusqu'à disparaître. Le résultat est un cycle d'auto-sabotage. Plus tu procrastines, moins tu te respectes, et moins tu te respectes, plus il est facile de céder à la prochaine concession. La fracture n'est pas visible, mais elle se ressent dans l'insécurité, l'apathie, l'incapacité à tenir un engagement lorsque la motivation n'est pas de ton côté. La clé est de comprendre que chaque micro-engagement est un investissement émotionnel. Tenir ce que tu te promets, aussi insignifiant que cela puisse paraître, est un entraînement quotidien de ton intégrité personnelle. Ce n'est pas seulement une question de discipline, mais d'identité. Fais le minimum, mais fais-le toujours. C'est la base. Si tu décides de commencer la journée avec un verre d'eau, bois-le même si tu n'en as pas envie. Si tu envisages de lire une page avant de dormir, ne te fais pas d'excuses. La valeur de ta parole se mesure à ce que tu fais quand personne ne te surveille et quand la récompense est invisible. Chaque petite promesse tenue renforce le muscle de ton autodiscipline. Tu n'as pas besoin de grands gestes héroïques, tu as besoin de constance dans le minimum. Cette constance est ce qui répare les fractures du caractère et te permet de te faire confiance quand tout le reste échoue. Regarder ce processus d'un point de vue analytique aide à déconstruire le mythe de la volonté indestructible. Il ne s'agit pas d'attendre de te sentir inspiré, mais de réduire au minimum la négociation interne. Si la décision est prise, exécute-la sans ouvrir la porte aux arguments du confort. Chaque fois que tu tiens ta promesse, tu augmentes ton crédit interne. Chaque fois que tu échoues, tu paies des intérêts sous forme d'insécurité. La véritable transformation se joue dans ces détails silencieux que personne ne voit, mais que tu ne peux pas cacher. La confiance se construit dans l'intimité de tes petites actions. Tu es aussi fort que la dernière promesse que tu as tenue. Ne négocie pas ta parole. Tiens tes promesses, même si c'est seulement toi qui le remarques. 8. Transformer l'isolement en confiance en soi. Je n'avais jamais eu autant de mal à affronter le silence de mon propre espace que cet après-midi où, assis au bord du lit, j'entendais le tic-tac de l'horloge se mêler à chaque respiration tendue. Il n'y avait pas de nouveaux messages, personne n'appelait, le téléphone était immobile sur la table et la lumière entrait tiède par la fenêtre, révélant la poussière en suspension dans l'air. L'isolement n'était pas une circonstance imposée, c'était le résultat de mes propres décisions, d'avoir lâché certaines relations qui n'apportaient plus rien et d'avoir laissé d'autres se dissoudre dans la distance. Ce qui était inconfortable, ce n'était pas le calme extérieur,
mais la pression intérieure, le poids de savoir que rien ni personne ne viendrait me sauver, ni remplir les vides que j'avais moi-même créés. À ce moment-là, plus que la peur, j'ai ressenti un mélange de honte et de défi. C'était mon propre jugement qui me dérangeait, pas l'absence de compagnie. La scène pourrait sembler simple, mais chaque détail était une invitation à me rendre ou à me reconstruire. Les mains agitées, cherchant quelque chose à faire, l'envie de vérifier le téléphone même si je savais déjà qu'il n'y aurait rien. La tentation d'allumer la télévision juste pour entendre des voix étrangères. Tout était une chorégraphie automatique pour ne pas affronter l'isolement, comme si l'inconfort pouvait se dissoudre avec des stimuli externes. Mais le stoïcisme n'offre pas de réconfort facile. Il exige de regarder en face ce vide et de se demander ce que vous allez y construire. La confiance en soi ne naît pas de la compagnie, elle naît du travail silencieux que vous faites quand personne ne vous observe. Il n'y a pas de raccourci. L'isolement ne se surmonte pas, il se transforme. Soit vous l'utilisez comme excuse pour vous affaiblir, soit comme une salle de gym pour renforcer chaque partie de vous qui dépendait auparavant de la validation des autres. Transformer l'isolement en confiance en soi exige un certain rigorisme inconfortable. Maintenir des routines, même si le moral est bas. Respecter des horaires, même si la paresse tire sur le corps. Tenir parole, même si la seule voix qu'il entende est la vôtre. Vous vous rendez compte que la véritable discipline ne se sent pas héroïque. Elle se sent monotone, presque insignifiante. Mais dans cette monotonie se forge la confiance de savoir que vous pouvez compter sur vous-même lorsque tout le reste échoue. Vous commencez à remarquer comment, en maintenant de petits engagements quotidiens, vous levez à l'heure, mangez de manière consciente, rangez votre espace, respectez votre entraînement physique, même si vous n'avez pas d'énergie. La sensation d'isolement perd de son tranchant et devient un terrain fertile. Le corps répond. L'esprit s'éclaircit et l'identité se solidifie dans ce fil d'action que vous seul supervisez. Ce que vous faites dans la solitude devient l'enregistrement le plus honnête de votre caractère. Il y a des moments où l'isolement vous confronte à vos propres doutes les plus durs, la voix intérieure qui répète que vous n'êtes pas assez, que chaque effort est inutile, que la solitude est une condamnation. Mais c'est là que se muscle la confiance en soi, en résistant à la tentation de chercher l'approbation à l'extérieur et en choisissant de vous répondre par des actes. Chaque fois que vous parvenez à atteindre un objectif sans témoin, vous désactivez un peu la peur de ne pas appartenir. Chaque décision tenue est une brique dans la forteresse intérieure. La confiance en soi, c'est savoir que, même si personne ne regarde, vous ne négociez pas votre parole. Faites ce que vous avez dit, même si vous êtes le seul à le savoir. C'est la racine de l'autonomie. L'isolement ne disparaît pas, il se transforme en pouvoir si vous en tirez parti. Il n'y a pas de moyen de sauter ce processus ni de déléguer la construction de votre confiance. Si vous utilisez la solitude pour vous entraîner, pour vous ordonner, pour polir ce que personne d'autre ne peut voir, la confiance en soi cesse d'être un discours vide et devient une réalité palpable. Personne ne peut vous enlever ce que vous construisez dans le silence. La solitude n'est pas une punition, c'est le berceau de votre force. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.